Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir à la Maison de la Poésie pour la réouverture de la rentrée et aussi pour vous parler de la bibliothèque de Brotigan, une bibliothèque de manuscrits déposés. Et cette conférence est en lien avec l'exposition qui est présentée dans les espaces de la Maison de la Poésie dans le hall par lequel vous êtes passés. Et c'est une exposition que j'ai réalisée avec ma mère, l'artiste peintre Danielle Bognol-Ferrus. Et elle est présentée pour quelques semaines, donc vous pourrez revenir et la voir. Mais d'abord, j'aimerais vous demander d'imaginer un lieu, un espace, un endroit qui est de la même nature que l'imaginaire, dans son mélange et son tissage d'images, de signes et de ressentis. Imaginez un lieu où l'on peut arriver avec notre vulnérabilité, dans nos affects profonds, sans crainte de ne pas être reçus. Un lieu où nous pouvons nous présenter tels que nous sommes, dans nos désirs les plus enfouis, et où nous serons attestés sans jugement et accueillis. Imaginez un lieu où nous pouvons être avec notre tendresse, notre détresse, notre fantaisie et notre bizarrerie. Un lieu où l'on peut être en croyance, dans notre envie et notre besoin de beauté. Un lieu avec lequel on peut rêver son activité. Un lieu où l'on peut laisser et partager des histoires, son histoire, ses points de vue. Un lieu inconditionnel. Un lieu où l'on vous dit « pas de panique », où ce n'est jamais la panique, où tout est accueillant. Un lieu où l'on peut partager et déposer nos obsessions. Un lieu qui accepte et qui accueille la singularité de qui nous sommes et de ce qui nous occupe, de ce qui nous pousse à écrire pour ne pas être écrit, à devenir auteur et autrice de l'histoire qui nous porte et à ne plus être récit. Un lieu qui nous recueille, un lieu qui nous inscrit dans la continuité de la vie, un lieu de réception et d'amour qui nous permet de nous assembler, de nous élancer et de créer. Un lieu de rêverie, de littérature et de poésie où tout est tendre, sans enjeu, ou juste pour le plaisir du jeu, et où toutes les fantaisies peuvent s'énoncer. Un lieu, enfin, où la création, la lecture et la romance nous donnent un plus grand sentiment d'exister. Et en lisant le roman « L'avortement », une histoire romanesque en 1966 du poète et romancier américain Richard Brotigan, eh bien, j'ai trouvé ce lieu de dépose absolue. Je vous en parlerai plus tard, vous allez comprendre. J'ai trouvé également une adresse, peut-être une tendresse, un repos, une possibilité à ma poésie d'exister en pensée et de se projeter vers un endroit. Et puis, il y avait ce que j'aimais, il y avait des romans et de la romance. Okay. Donc, Richard Brotigan est un auteur américain de romans et de poésie. Beaucoup d'entre vous le connaissent. Il est né en 1935, il est décédé en 1984. C'est un auteur avec une tendresse particulière, avec une légère inquiétude et une fantaisie à toute épreuve. Et surtout, c'est très drôle. En tout cas, moi, ça me fait rire. Par exemple, ce poème, 9 corbeaux, 2 dans le désordre, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 9, le 1er septembre. Une liste a été faite des formes que prenait sa poésie. Il y avait des haïkus boiteux, des sonnets sabotés, il y avait des poèmes en prose, il y avait des titres de journaux, des koans zen, on en verra un peu plus tard, des annonces d'utilité publique, des pensées plus ou moins profondes, des bulletins météo, des fragments autobiographiques, des notices nécrologiques, il y avait des psaumes. Il y avait également débordé d'injures et des poèmes intitulés « Mais sans texte ». Je pense notamment à ce poème, « La crêpe d'Amelia Earhart ». Incapable de trouver un poème pour ce titre, ça fait des années que j'en cherche un et maintenant je laisse tomber. Alors, il y avait aussi, Richard Brotigan écrivait aussi des poèmes au titre plus long que le texte. Il y avait des poèmes sur l'incapacité
à écrire des poèmes, mais aussi des modes d'emploi pour réparer son karma et sa marche. Donc, tout à l'heure, je vous parlais des koans zen. Il en a fait un qui s'appelle « Trousse de réparation pour karma », article 1.4. 1. Se procurer suffisamment de nourriture et manger. 2. Trouver un coin tranquille pour dormir et dormir. 3. Diminuer le parasitage intellectuel et émotionnel jusqu'à trouver le silence intérieur et l'écouter. 4. Brotigan écrivait aussi des entrées de journal intime. Il écrivait de nombreuses listes variées. Pour résumer, Brotigan voyait la beauté partout. Et L'avortement, une histoire romanesque en 1966, est un roman de Richard Brotigan qui a été publié en 1971. Et ce roman mêle deux histoires. On a celle d'une bibliothèque d'un genre nouveau, où tout livre personnellement déposé, réalisé, peut être déposé et accueilli à toute heure du jour et de la nuit. Mais il y a aussi une autre histoire. Il y a l'histoire d'une romance entre le bibliothécaire et une jeune femme, Vida, qui était venue déposer un livre. Et Vida tombe rapidement enceinte et elle voyage avec le bibliothécaire à Tijuana au Mexique pour se faire avorter. D'où le nom du roman. Et dans la partie du livre qui concerne la bibliothèque, Brotigan décrit un bâtiment en briques rouges installé à San Francisco, comme Richard Brotigan à l'époque. Brotigan s'inspire du bâtiment de la branche Presidio de la bibliothèque publique de San Francisco, devant laquelle il posera d'ailleurs en photo pour la couverture de L'avortement. Donc vous voyez le bâtiment. Et là, c'est la couverture de L'avortement, l'édition américaine. Donc on retrouve la colonne, je vous la remets, c'était là. Mais Brotigan imagine sa propre bibliothèque en plus petit. Dans son roman, la bibliothèque est bien dans ce style post-sismique de San Francisco, en briques rouges, mais elle occupe un bâtiment vraiment pas très vaste, tout petit, sur un terrain pentu, en friche, où poussent de hautes herbes, je cite le roman, de hautes herbes et des buissons, et des fleurs, et des bouteilles de vin, et des rendez-vous d'amoureux. La romance. Le bibliothécaire est le seul personnel permanent, et il vit dans la bibliothèque où se trouve une grande chambre à l'arrière. Donc il y a le local de la bibliothèque. À l'arrière, on a une grande chambre, une petite cuisine, une salle de bain. Et le bibliothécaire doit être là en permanence. Il dit « je dois être là en permanence dans le cas où quelqu'un viendrait déposer un manuscrit ». Il y a la cloche à l'entrée qui m'appelle, vous la sonnez, je quitte tout, j'amène et je dépose mon livre. Vous pouvez déposer votre livre et moi je l'accueillerai. J'arrête. Si j'étais en train de cuisiner, j'arrête de cuisiner. Si j'étais en train de manger, j'arrête de manger. Je serai là. Et Brotigan a imaginé une grande quantité de livres inscrits au fil du temps dans le registre de cette bibliothèque. La culture des fleurs à la lueur des bougies dans une chambre d'hôtel. Mon vélo, de Jeannot, 5 ans. Les vêtements de cuir et l'histoire de l'humanité, un livre de S.M. Justice, un auteur assez motocyclard, portant tout un tas de vêtements de cuir. Le livre lui-même était entièrement fait sur du cuir. Imprimé sur du cuir, c'était la première fois que le bibliothécaire voyait 290 pages imprimées sur du cuir. Un autre livre, La face cachée de ma main, de Harlow Blade Jr., 16 ans, un livre sur la masturbation. Le livre Bel amour toujours de Charles Green, un auteur autour de la cinquantaine. C'est un livre qu'il a cherché à faire publier 459 fois. Il a écrit à l'âge de 17 ans, c'est un grand amour. Et donc ce livre a été également refusé 459 fois. Et maintenant il dit « Je suis un vieil homme ». Quelques autres livres inscrits dans le registre de la bibliothèque. On a Coquelicot Jolie, l'histoire du Nebraska, Dieu et la stéréo, Jusqu'au petit jour, c'est baiser. Mais on a aussi le livre Mon chien de Bill Lewis. L'auteur avait 7 ans et en mettant le livre sur les rayons, il a dit « Merci ». Un livre que j'aime beaucoup, c'est Encre d'imprimerie de Fred Sinkus. Donc Brotigan imagine un auteur qui est un ancien journaliste qui est complètement alcoolique. Le manuscrit est écrit à la main et l'écriture contourne les taches de whisky. Et donc il est arrivé pour déposer son bouquin en disant « Voilà, c'est 20 ans de ma vie ». Et là, le bibliothécaire était là et il regardait 20 ans d'une vie entre ses mains. Sacré livre. Dans cette bibliothèque, imaginée par Brotigan, il y a aussi des doublons.
114 livres sur la Ford Model T. Donc, si vous avez des questions, il y en a plein. 58 livres sur l'histoire du banjo et 19 livres sur le dépiotage du bison. Alors tout ça là, ça demande un lieu pour stocker ailleurs. C'est un peu trop pour la bibliothèque, hein. Le local est petit, on a dit. Donc Brotigan imagine une grotte hermétiquement fermée, scellée, au nord de la Californie. Et tous les livres, tous les 3 mois, tous les livres qui sont déposés sont mis dans un pick-up et tous les 3 mois sont emmenés dans cette grotte. Et ensuite, ils seront stockés indéfiniment dans cette grotte. Et définitivement. Seuls les registres restent dans la bibliothèque. Ça, c'est la bibliothèque imaginée par Richard Brotigan dans son roman L'avortement. Et en 1990, 20 ans après la publication de ce livre, Todd Lockwood, un amateur américain de Brotigan, décide de matérialiser cette fiction de bibliothèque dans l'État du Vermont, sur la côte est des États-Unis. Donc là, c'est Todd Lockwood. Une bibliothèque dans le style de Brotigan, si vous la construisez, si vous la bâtissez, ils vous enverront des manuscrits. Alors on peut voir des pots de mayonnaise qui vont devenir importants par la suite, qui servent de serre-livres pour les manuscrits. Todd Lockwood a installé sa propre bibliothèque de Brotigan dans un sous-sol avec des étagères vides, quelques vitrines et un bureau pour accueillir qui voudra bien être bibliothécaire le temps d'une journée ou d'une après-midi. Et il n'y a pas toujours grand monde. Est-ce que ça marche ? Ouais. Donc ça, c'est un extrait du registre, du registre des bibliothécaires de cette bibliothèque. Par exemple, le 25 janvier, silencieux, mais un visiteur. Donc, il n'y avait vraiment pas grand monde qui venait. Mais Brotigan le dit, dans son livre, il dit « ce n'est pas le genre de bibliothèque où on emprunte des livres, c'est un autre genre de bibliothèque ». Donc, la bibliothèque de Todd Lockwood a fonctionné de 1990 à 1996 et a recueilli 300 manuscrits. Ils provenaient essentiellement des États-Unis et ils étaient généralement envoyés par la poste. Donc là, c'est la carte de la bibliothèque, la seule bibliothèque américaine d'écrits non publiés. Pardon. Et on peut voir aussi un courrier qui est adressé à la bibliothèque. Alors il faut savoir, ce n'était pas que des manuscrits qui étaient envoyés. Souvent, il y avait des demandes de renseignements, c'est-à-dire les gens ne croyaient pas qu'il y ait un lieu pour ces manuscrits qui existent, on peut le déposer. Donc en général, les lettres, pour avoir été dans ces archives, vraiment sont constituées de textes et de courriers qui disent « mais est-ce que ça existe vraiment ? Est-ce que vous prenez vraiment les manuscrits refusés ?» En 1996, la bibliothèque de Todd Lockwood s'arrête et le fonds migre dans les locaux de la Fletcher Library à Burlington. C'est une autre ville dans l'État du Vermont. Et donc les livres restent là-bas jusqu'en 2005. Et après, sont mis dans un garde-meuble, dans des cartons. Donc un peu la misère des manuscrits. Ce n'était pas le plan. Mais un universitaire qui s'appelle John Barber, en 2010, John Barber arrive à Vancouver. C'est pas le Vancouver du Canada, c'est un petit Vancouver qui est juste au-dessus de Portland. Donc John Barber propose à ce musée local d'accueillir la collection qui n'était plus disponible. Donc ça se passe en 2010. C'est un musée cantonal historique qui est installé dans un bâtiment en briques rouges, toujours, et qui était avant une bibliothèque publique. Donc finalement, comme la façade de la bibliothèque de San Francisco ou celle de la Fletcher Library. Donc on commence à arriver à pas mal de bibliothèques. On va les récapituler, ça sera plus simple. On a donc la bibliothèque de San Francisco comme inspiration de l'auteur, la bibliothèque du roman L'Avortement qui a été imaginée par Richard Brotigan, la bibliothèque du Vermont implémentée par Todd Lockwood, on a la bibliothèque Fletcher de Burlington où les livres ont été conservés quelques années puis on va dire mis dans le pick-up, quoi. Et la bibliothèque de Vancouver où se trouvent maintenant les collections et c'est là où je suis allée il y a 2 ans pour aller explorer ces fonds. Et puis, il y a aussi peut-être ce lieu où nous nous trouvons aujourd'hui, cette bibliothèque de parole de la Maison de la Poésie, où je vous parle d'une bibliothèque inspirée par une bibliothèque, enchâssée dans d'autres bibliothèques, mais reprenons. Dans la bibliothèque de Todd Lockwood,
On retrouve donc, comme on a dit, 300 manuscrits qui ont été collectés entre 1990 et 1996. Pour ceux qui ne sont pas nés en 2003, vous verrez ça, la maquette des manuscrits. Ces manuscrits sont classés selon un système particulier qui s'appelle le système mayonnaise. Alors, ce n'est pas vraiment le système Dewey qu'on utilise habituellement dans les bibliothèques. Le terme mayonnaise est inspiré par un ouvrage de Richard Brautigan, La pêche à la truite en Amérique, dans lequel l'auteur indique avoir toujours rêvé de terminer un livre par le mot mayonnaise. Alors, le système mayonnaise, vous retrouvez les peintures qui sont dans le hall, s'articule en 13 catégories. Donc là, il y a une série de peintures réalisées avec ma maman, donc l'artiste peintre naïf Daniel Bognol-Ferrus, et on a travaillé ensemble à partir des photos que j'avais pu prendre sur place à Vancouver. Dans les catégories du système mayonnaise, on retrouve l'aventure, la famille, l'amour, le monde naturel, le futur, l'humour. Est-ce qu'il arrive l'humour? Non, l'humour était parti, mais l'humour revient. On retrouve la poésie. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est qu'on voit aussi l'épaisseur des livres. Elle est différente. Les livres sont plus fins, c'est plus des plaquettes quelque part de poésie ou des recueils, alors que l'humour, on y va, on met des dessins, il y a plus de textes. Voilà. Donc la poésie, le social, le politique et le culturel, la vie dans la rue, la spiritualité, la guerre et la paix et le pot de mayonnaise qui servait de serre-livre, comme on l'a vu, ainsi que tout le reste. Et j'ai peint ces toiles avec ma mère pendant 2 semaines à Marseille, en début d'année. On était en face à face. Ma maman, elle a 84 ans. C'était, on buvait un peu de vin. Moi, je faisais très attention de ne pas faire des tâches comme Fred Sinkus sur les peintures. On a réalisé ces 12 peintures. On était super contente. Et puis, quand je suis rentrée à Berlin, où je vis, je me suis rappelé que le système mayonnaise avait 13 catégories. Et donc, qu'une catégorie avait été oubliée. Donc, je me suis replongée dans les archives photographiques de mon voyage à Vancouver, et la révélation, le sens de la vie avait glissé sous l'amour. On va le voir d'un peu plus près, voilà. Et dans ces 12-13 catégories de la bibliothèque Lockwood, on recense, comme je l'ai dit, 300 manuscrits, donc un paquet d'envois, et je les ai tous consultés, et j'ai trouvé des choses super que je vais partager avec vous, notamment des dédicaces. Dédicace, ce livre est dédié à Kelly Ann Baker, mon arrière-petite-fille qui est née en 1990, qui représente les futures générations de ma famille et qui me connaîtra seulement à travers ce livre. Une autre dédicace pour mes filles Jacqueline, Jessica, Andrea et Megan, et pour mon mari Arnie qui a compris avec amour jusqu'à la fin mon obsession pour ce roman. Pour G Cube, PW et CJH. Alors mon compère François Sabourin, qui m'a accompagné pour la préparation de cette présentation, dit peut-être qu'il s'agit d'autres enfants d'Elon Musk qu'on ne connaît pas encore. Dédié à mon chien Brandon et à nos moments passés et aux souvenirs qui vont durer. Pour Nancy, qui voulait savoir juste exactement, s'il te plaît, dis-le-moi maintenant, qu'est-ce que ce titre veut en fait dire? Parce que c'est quelque chose qui se passe aussi quand on écrit des fois et qu'on n'est pas habitué à écrire, c'est qu'on épelle une idée qui nous semble très juste, mais qui n'est comprise malheureusement que par nous. Une autre dédicace, je veux dédier ce livre à tous les nobodies aux États-Unis et au Canada. Vous êtes là et vous savez qui vous êtes. Donc, si vous posez des questions pour savoir si vous êtes un nobody ou pas, voici quelques questions que vous pouvez vous poser. Voilà, on va voir le test là. L'autrice a prévu ce test, c'est pas moi qui l'invente. Donc, les questions que vous pouvez vous poser. Est-ce qu'une personne t'a déjà demandé un autographe? Est-ce que tu as déjà été invité à entrer dans le salon VIP d'un aéroport? Est-ce que ton docteur te voit à l'heure prévue de rendez-vous? Est-ce que tu t'attends d'être invité à la Maison-Blanche, au palais de Buckingham ou d'avoir une audience avec le pape? Est-ce que tu es apparu au moins une fois dans le National Enquirer, on va dire gala Voici Paris Match?
Et si tu as répondu non à toutes ces questions, eh bien, tu es un nobody. Mais il n'y a pas que les nobody dans la bibliothèque de Brotigan, la bibliothèque de Todd Lockwood, pardon. Il y a aussi Oedipe. Car dans la bibliothèque, on trouve également des souvenirs, comme ce recueil dont Oedipe au lycée est une tête de chapitre. Le recueil est un livre de David Johnston, qui peut être lié à Daniel Johnston, Mystère. Oedipe en Amérique. Donc après, on a différents chapitres de la vie d'Oedipe. Oedipe va au catéchisme, Oedipe va au lycée, Oedipe à Princeton, Oedipe rentre à la maison et Oedipe prend un job d'été. Dans la bibliothèque, il y a également de la routine. Et si la pile ne marche plus, ça veut dire que l'esprit de Brotigan nous a lâchés. Mais voilà, la routine arrive. C'est bon, ça marche. Donc, il y a des livres également sur la routine, mais il y a également des livres sur quelque chose d'assez important, les gens beaux, good looking people. On a des livres sur la poésie de femmes qui pleurent. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi la cote des livres. Donc, Poé pour poésie, poetry, dépôt de 1991, 13e dépôt. Et on peut voir aussi une reliure et une sorte de typographie IBM qui va nous rappeler nos meilleurs souvenirs du début des années 90. On trouve aussi des recueils, par exemple, qui ont été faits par des classes. Et là, notamment, c'est un recueil qui s'appelle « Les femmes avec des coupes de cheveux bizarres et les mecs qui se moquent d'elles ». On retrouve des poèmes. Donc ça, c'est un livre qui a traversé l'Atlantique, qui vient d'Angleterre. Donc, voilà, magnifique typographie. Je vais vous lire quelques poèmes. Esprit de Brotigan, reviens avec moi, merci. L'amour a de nombreuses définitions et tout le monde a raison, tout le monde est juste, mais la seule définition qui compte, c'est celle qui te va le mieux. C'est un poème de Chatpalm, de Cordova en Illinois. Un autre poème, un petit poème. C'est pour toi, un petit poème que j'ai fait pousser, mais j'ai attendu trop longtemps et maintenant les mots sont partis à part ces quelques mots et c'est tout ce qui reste de ce poème pour toi. Un autre poème, alors je n'ai pas un accent anglais formidable, mais je vais quand même le lire en anglais parce que ça sonne mieux qu'en français. Booze is just a ruse we writers use to abuse the muse. C'est un peu lourd. Confuse our views and generally speaking, lose our blues. Our blues. Bref. Alors, en parlant de la bouse, de l'alcool, on trouve aussi des livres de haine. Là, notamment, c'est un témoignage d'une personne qui a été alcoolique pendant très longtemps et qui raconte, en soulignant, comme vous le voyez sur le manuscrit, sa vie qui est faite de haine, de violence, d'enfer, de femmes rapides, de dancing, d'alcool. Et ça, c'est un manuscrit qu'on ne trouverait pas dans une bibliothèque normale. Il fallait vraiment que le système mayonnaise existe, parce que ce pauvre livre n'aurait pas forcément trouvé sa place dans le système Dewey. Alors, ce qui est assez intéressant, mais ça fait partie d'une production qu'on trouve aussi dans la bibliothèque, c'est les livres parano et conspirationnistes. Et il y en avait quelques-uns. Et là, en l'occurrence, cette personne, il y a deux photos de cette personne dans le manuscrit, et elle porte une carabine. Donc moi, j'ai tout de suite refermé le livre, et je suis plutôt retournée vers l'humour et la poésie. Alors, il y a également des fiertés. Clean et sobre depuis 8 ans. Une autre fierté. Regarde, maman, je suis avocat ou avocate. Grande fierté. On trouve aussi de la liberté, une balade pour être libre. Vroom vroom, peut-être le SM Justice, là, le motocyclard dont on a parlé. On trouve des fantômes, le fantôme de Lise. Mais on trouve également des mystères. Knock Knock, ça c'est un extrait de la bande dessinée qui s'appelle « Le mystère des chaussettes qui disparaissent ». On trouve des hésitations qui sont belles pour moi. Liste des illustrations en attente, et ça fait 35 ans. Et j'aime bien aussi 1, 2, 3, 8, point d'interrogation. Finalement, on n'est pas très loin des corbeaux. Une autre hésitation pour Heather et Jason,
pour Ever et Jason qui m'ont pris sérieusement. Et ça, c'est un truc aussi qu'on abordera un petit peu plus tard dans la soirée, c'est la validation. C'est-à-dire quand on porte une idée de création et on est un nobody, eh ben, les appuis et les soutiens des gens autour de nous sont très importants. Et là, notamment, merci Ever et Jason pour m'avoir pris sérieusement. Mon hésitation préférée, serpent, rivière. On ne trouve pas que des hésitations, il y a également des affirmations. On les voit également dans la maquette. Hein. Au-delà des guerres des drogues, vers une solution pacifique pour arrêter l'abus de drogue en Amérique. Et là, c'est un rapport. Hein. Et la personne avait mis aussi un brevet pour son invention, pour sa méthode pour arrêter l'abus de drogue en Amérique. Donc, très affirmatif. Une autre affirmation, c'est un journal qui n'a pas duré très longtemps, je pense. C'était une initiative de début d'année, je crois que ça a duré à peu près jusqu'au 15 janvier. Donc, 1er janvier, afin de trouver les bonnes réponses, nous devons d'abord connaître les bonnes questions. 2 janvier, ce qui est requis pour survivre est d'être supérieur. 3 janvier, le rêve de la vie est d'être reconnu pour un talent supérieur. Alors on pourrait se dire, toujours Elon Musk, peut-être c'est son journal intime d'adolescence, mais c'est un livre en fait d'un auteur qui s'appelle Albert Elzer, qui a déposé 7-8 livres dans la bibliothèque et chaque fois il exposait ses grandes théories sur la vie. Notamment, il a déposé un livre où il explique le système solaire, enfin l'univers, le cosmos, hein, sa propre vision. Donc on a le Soleil au milieu, on a la Terre à gauche et en haut à droite, on a toutes les autres planètes et les étoiles. Et chaque fois, il était là, vous prenez toujours les manuscrits? Oui, bah, j'en ai encore un. Donc vraiment inconditionnel, cette bibliothèque. On trouve également donc une autre affirmation, le premier mode de transport sur l'eau était le canoë. Et dans ce livre, on trouve des collages. Et ça, c'est quelques livres aussi où les personnes se disent je vais faire un livre, donc il faut que j'ai des images, mais je n'ai pas les images, donc en fait, je vais reprendre un autre livre et je vais le découper, je vais le mettre dans mon manuscrit. C'est une manière. Et ce qui est assez drôle d'ailleurs pour ce livre, c'est que la personne qui a découpé ces livres dans un livre d'un Léon Roubidou sur, en gros, les débuts des États-Unis, les débuts de l'Amérique. Et le livre a été enregistré dans la bibliothèque sous le nom de Léon Roubidou, le vrai auteur, alors que c'était, on voyait dans le courrier que c'était un auteur juste qui avait découpé et recollé. Et on trouve également des reconnaissances tardives. Donc là, on retrouve notre autrice des Nobody, c'est Everly Murray, je crois. Et à 72 ans, elle est soudainement remarquée sa vie comme une Nobody de Altoona. Elle n'est plus juste une nobody. Bon, on ne voit toujours pas sa photo dans le journal, mais ce n'est pas une nobody maintenant, parce qu'à 72 ans, elle est devenue une vedette locale pour avoir eu son livre déposé dans la bibliothèque de Brotigan, de Lockwood. Et tout cet ensemble prête à sourire, bien sûr, parce que moi j'adore et tout, et voilà, c'est très chouette, mais en même temps, ça touche à de grands fondamentaux de l'art et de la création. Cela offre également une qualité de capsule temporelle, d'une production littéraire amateur, autant dans ses moyens techniques que dans ses codes d'énonciation. On a vraiment une plongée aussi sur, finalement, l'archéologie des médias du début des années 90 et la façon dont les choses se faisaient. Et c'est aussi un ensemble d'affects qui nous permet, si l'on suit l'enseignement de Machiavel, de prévoir l'avenir en permettant de connaître le passé dans une permanence des passions. Une petite anecdote sur le côté. Pendant que j'étais en train de regarder toutes ces archives, donc il y a 2 ans et demi, il y avait toutes ces... Je regardais Le Monde, voilà, à midi, sur mon smartphone, quoi. Et là, c'était ChatGPT. La machine va remplacer l'humain. Et là, quand je voyais tout ce flot de subjectivité, je me suis dit, il y a quand même un endroit où la machine ne va pas complètement nous remplacer. C'est dans cet immense flot de subjectivité. Et là, je vais aller de l'autre côté pour être un peu mieux installée, pour vous parler plutôt de la partie théorique qui est en jeu pour moi autour de la bibliothèque de Brotigan.
Donc, la bibliothèque de Brotigan, dans sa version fictionnelle comme dans sa version physique, a été l'objet de quelques lectures et commentaires, dont ce livre que j'ai adoré à sa sortie en 1997, Artistes sans œuvre de Jean-Yves Joannet. Artistes sans œuvre est un livre sur les œuvres qui sont, pour Joannet, présentes partout et visibles nulle part et sur les marges de la littérature. Par exemple, Joannet s'intéresse à l'œuvre de Jacques Vacher, qui est mort à 23 ans, juste après la Première Guerre mondiale. Ses lettres ont une grande influence sur André Breton, et Jacques Vacher n'a jamais sorti de livre et n'a écrit que des lettres. Et c'est cette littérature qui est articulée au flot de la vie qui a intéressé Joannet. Et j'aimerais vous présenter un peu dans cet esprit-là une lettre d'une écrivaine non publiée qui a contacté la bibliothèque de Todd Lockwood pour remettre son livre. C'est une lettre que vous pourrez retrouver dans le hall. Je vous la traduis. Chers membres du personnel, un article sur votre bibliothèque inhabituelle, refuge pour écrivains non publiés, est récemment apparu dans le St. Louis Post-Dispatch. Rarement ce journal m'a offert autant d'espoir. Un numéro de téléphone me mettant en contact avec des personnes qui comprennent non seulement l'impérieuse nécessité d'écrire, mais aussi sa futilité. L'écriture, bien qu'exigeante et sans compromis, devient la partie facile lorsqu'on la compare à la futilité d'essayer d'être publié. Les mots que l'on a choisis avec soin, tant de soin, deviennent des orphelins non désirés et négligés. Un homme à la voix magnifique a répondu à mon appel. Alors, j'ai appelé une seconde fois juste pour l'entendre de nouveau. Sa voix m'a inspiré non seulement de l'admiration, mais aussi de la confiance. Si toutes les phases de votre opération sont aussi bien gérées, la bibliothèque de Brotigan n'est pas seulement un refuge, mais aussi une œuvre d'art. Les frais de port sont joints. Je suis impatiente de lire le pack de bienvenue de l'écrivain et de connaître la prochaine étape. Mon manuscrit sous forme de livre serait l'aboutissement de 5 années de travail et d'espoir. Sincères salutations. Et cette lettre de Virginia Jennings, cette autrice, représente pour moi cette articulation entre l'art, la littérature et la vie, en présentant la bibliothèque de Brotigan comme une œuvre d'art. Pour Jean-Yves Joannet, la bibliothèque de Brotigan, que ce soit celle du roman, comme celle de Todd Lockwood, et celle des livres avortés, sinon, pour reprendre le titre du livre. De livres refusés par des éditeurs, comme ceux de cette Virginia Jennings. D'ouvrages avortés, dit-il, figés au stade du manuscrit, des livres qui n'existent donc pas. Joannet évoque aussi des manuscrits qui se fantasment comme des livres, mais qui sont tout à fait autre chose, des traces impubliables, parce que trop personnelles, trop nourries de passions inassimilables, de dérapages qui ne respectent pas les conventions étroites de l'édition. Joannet attribue à ces textes et manuscrits une qualité de véritable expérience de vie, dépourvue de toute caution artistique, et il reconnaît l'intérêt poétique, conceptuel et humain de la bibliothèque de Brotigan. Et cette dimension de validation artistique qu'on a un peu effleurée avec le diaporama des manuscrits, c'est également une notion qui est en jeu dans le roman qui s'appelle « Le mystère Henri Pic » que David Fenkinos a écrit autour de la bibliothèque de Brotigan. C'est un livre qui a été publié en 2016 et qui a été adapté en film en 2018. Et dans ce roman, l'un des personnages évoque les auteurs non publiés comme non pas une façon de célébrer l'amateurisme, mais comme une façon de valoriser les auteurs qui n'avaient pas pu être reconnus. Et pour ces deux auteurs actifs et publiés, la bibliothèque de Brotigan se situe dans un horizon d'attente de la validation artistique et de la reconnaissance par la diffusion. Mais moi, ça ne me semble pas complètement correspondre au projet proposé par la bibliothèque de Brotigan, tant dans sa fiction initiale que dans sa matérialisation comme bibliothèque physique. En effet, les affects tristes, contraints, déçus d'une absence plénière de diffusion et de reconnaissance au sein du marché ne sont pas, dans le cadre de cette proposition de bibliothèque, les seules dynamiques du désir en jeu. Pour moi, le dispositif de la bibliothèque invite à considérer plusieurs dimensions résolutoires concernant des affects primordiaux.
Jean-Yves Joannet note cette dimension de résolution dans son Artiste sans œuvre. Il évoque, pour les œuvres de la bibliothèque, la notion de fiasco, mais dans un sens positif. Joannet relie au fiasco la rupture contractuelle, la cessation avant terme du projet et la dispense de tout résultat, score, commentaire, positif ou négatif. Pour Joannet, l'échec marque une conclusion négative, mais une conclusion. Un processus a été mené à son terme logique. Et dans Le mystère Henri Pic, l'un des personnages évoque un abandon définitif de l'idée d'être publié après un très long chemin de frustration. Pour lui, admettre qu'il ne possédait pas la capacité d'écrire fut presque un soulagement. Il avait vécu dans cette atmosphère pesante de l'inabouti, avec ce sentiment de ne pas être tout à fait accompli. C'était peut-être aussi pour cela que la bibliothèque des livres refusés lui parlait tant. Il comprenait parfaitement l'acte de renoncer. Et l'acte de dépôt dans la bibliothèque correspond à un acte de clôture, particulièrement dans la fiction de Brotigan, où les déposants doivent remettre leurs livres en personne à la bibliothèque. Et cette démarche résolutoire, elle allège, elle clôture, elle peut aussi se passer dans la création de noms de livres qui n'existeront que dans leur titre et leur courte description, comme dans la liste de livres qu'on a vue avec Brotigan. Vous vous rappelez de certains titres, La culture des fleurs à la lueur des bougies dans une chambre d'hôtel, le fameux vêtement de cuir, l'histoire de l'humanité, Coquelicot joli, Dieu et la stéréo. Voilà, il invente les titres. Et cette démarche est aussi celle de deux auteurs et artistes qui ont travaillé sur des titres d'œuvres imaginaires ou des œuvres imaginaires. Je pense notamment à l'artiste et écrivain suisse Jérémy Gindre et son projet qui s'appelle le Hall aux bûches, qui a été réalisé dans la bibliothèque de la HED, l'école d'art de Genève. C'est un projet de 2013-2020. Donc c'est des livres qui dont on ne voit que les titres. Donc Grande vision du feu, Chaussures du passé, je mets comme ça. Zoom sur le mental, d'autres livres, Une vie difficile ou Êtes-vous si malin, Le cinéma dans la tête, les Swiss Cheese Awards. Là, j'aime beaucoup. Doux rêve, dure réalité, Chacun son truc, Grillé dans les anciens volcans, Salut les jaloux. D'autres livres, enfin, à fond. La salade de fruits, un livre qui me stresse beaucoup, c'est Vivre sans lunettes. Et La pensée non dirigée, voilà, entre autres. Donc ça, c'est Jérémy Gindre. Et je pense aussi au livre Œuvres d'Édouard Levé, que vous connaissez sûrement, qui a été publié en 2002 aux éditions POL, qui décrit 533 œuvres d'art dont l'artiste et écrivain a eu l'idée, mais qu'il n'a pas réalisées. Donc, je vous cite 3 œuvres du livre. Œuvre numéro 1, un livre décrit des œuvres dont l'auteur a eu l'idée mais qu'il n'a pas réalisé. Œuvre numéro 158, un plan séquence vidéo tourné en voiture relie 2 villages, Angoisse et Prozac. Œuvre numéro 520, une balle de revolver trouée en roman, les mots disparus sont retrouvés dans un autre exemplaire. La nouvelle s'intitule Le trou, elle n'est constituée que de ces mots. Il y en a quelques-unes et je vous recommande de les découvrir. Et ces 2 démarches d'artistes, c'est les titres d'œuvres imaginaires de Jérémy Gindre et la liste d'œuvres non réalisées d'Édouard Levé, sont en ligne avec la pataphysique comme science des exceptions et science des solutions imaginaires. La pataphysique invite à utiliser toutes les techniques propres à créer des solutions imaginaires pour régler, résoudre et liquider les tensions. Jérémy Gindre et Édouard Levé ne réalisent pas les œuvres, mais ils les spéculent et ils les énoncent. Et cette énonciation devient l'œuvre. On n'est pas très loin aussi du principe d'équivalence de Robert Filliou, bien fait, mal fait, pas fait. Et c'est aussi ce que Richard Brotigan fait dans son roman avec le grand registre de la bibliothèque. Il invente les titres des œuvres et leurs résumés, et en les inscrivant, il les fait exister. Mais là, on parle d'artistes et d'auteurs qui ont été validés. Parce que le public général, lui, que ce soit à l'époque de la sortie du roman dans les années 70 ou plus tard au début des années 90, ce grand public n'avait pas vraiment d'espace pour faire exister sa voix et sa singularité. Maintenant, on a Internet, mais à l'époque, c'était un peu différent. Et la bibliothèque de Brotigan
offrait alors une résolution par sa fonction de destination finale et de mémorial pour des travaux littéraires menés à leur terme, permettant de résister à l'oubli. Et par la bibliothèque de Brotigan, toute personne accède au privilège des artistes qui est celui d'entraver la mort en laissant des œuvres. Pour John Barber, l'universitaire qui a ramené la bibliothèque de Brotigan à Vancouver et qui est son actuel gardien, il y a un sens d'immortalité par les livres et les peintures. Il dit « Le nom va dans le futur. La bibliothèque, dans le roman de Brotigan, préserve ce que tu as à dire et c'est un mémorial d'une certaine façon. La voix de l'auteur communique avec le futur par le symbole. Si tu peux te connecter avec le symbole, tu peux te connecter avec l'auteur et c'est là que réside l'immortalité. » Car nous touchons là à un affect vraiment profond qui a été noté par la critique littéraire Gabrielle Napoli à propos du roman « La Sainte de la famille ». C'est un livre de Patrick Autréau qui est sorti aux éditions Verdier en 2023. Gabrielle Napoli relève dans ce texte l'angoisse de ne pas être entendu et d'être absorbé par la disparition. Je cite le livre, « Qui lira dans nos cœurs, qui saura vraiment ce que nous sommes, en grisaille, feu et fraîcheur, qui accueillera nos pensées tues. Savoir que personne ne recueillera ce qui est sans témoin me tord le ventre. » C'est un extrait de Patrick Autréau. Et la bibliothèque de Brotigan, par son dispositif, nous apporte, elle, une promesse de permanence et d'immortalité, en plus d'une possibilité de résolution. Il y a également une dimension supplémentaire qui n'a été pas vraiment relevée par Joannet ou Fenkinos, qui est celle de l'accueil enthousiaste et inconditionnel de tous les livres par la bibliothèque. On a pu le voir dans notre introduction. Le bibliothécaire du roman doit être en permanence sur place pour être là à toute heure du jour et de la nuit, dans le cas où une personne viendrait déposer un livre. Donc je pense à cette vieille dame dans le roman de Brotigan qui vient de finir son livre sur la culture des fleurs à la lueur des bougies dans une chambre d'hôtel. Elle a fini. C'est 3 heures du matin. Elle va à la bibliothèque. Elle a son manuscrit. Elle sonne la cloche. Et elle dit « Je viens de terminer mon livre !» Et là, il y a le bibliothécaire qui va derrière la porte de l'autre côté, qui s'approche et tout, qui fait « Oui, j'arrive, c'est génial, c'est super !» Et la dame, elle dit « Il est fini, il est fini !» Et ce bibliothécaire, hyper excité avec elle de recevoir ce livre, lui dit cette phrase merveilleuse qui est « Félicitations, c'est si merveilleux d'écrire un livre !» Et ce passage du roman est pour moi particulièrement touchant, parce qu'il signifie un moment concomitant entre la fin de la réalisation d'un livre, d'une œuvre, avec son sentiment de joie et de satisfaction, on peut dire euphorie, ceux qui créent le savent, et celui de sa réception chaleureuse, directe et empathique par un interlocuteur qui, par sa fonction de bibliothécaire de cet établissement différent, sera toujours là. On peut y aller quand on veut. On sera toujours reçu. Et ce moment coïncident est pour moi le cœur de la beauté de ce livre, dans l'accueil inconditionnel par l'amour de tout livre, de toute création, ainsi que dans le partage du sentiment de joie couronnant son avènement. Et cet instant concomitant, dans cette joie commune, c'est dans le roman le premier mouvement de l'attestation des livres dans un geste d'amour et d'excitation partagée. Et ensuite, les livres, on l'a vu, sont inscrits dans le registre, sont mis à disposition sur les rayons, et ils sont archivés pour toujours dans cette fameuse grotte hermétiquement scellée. Et tout ça, ça forme une série de gestes, quelque part, qui constituent un protocole, et c'est très rassurant. Cette acceptation inconditionnelle et rassurante forge pour moi l'identité de la bibliothèque de fiction comme celle de la bibliothèque physique. Todd Lockwood a précisé de la façon suivante cet accueil inconditionnel. Il dit « Nous acceptons automatiquement tous les ouvrages de langue anglaise. Il n'y a de notre part aucun jugement. Nous n'exigeons aucune mise en forme, aucun critère particulier. Nous acceptons tout, à l'exception des livres déjà publiés. Mais si un texte est édité après avoir été déposé dans notre bibliothèque, il peut y demeurer en dépôt. Donc c'est OK de devenir un someone, un nobody. Et la bibliothèque, par son bibliothécaire, conserve et prend soin
Et le gardien actuel de la collection, John Barber, dit qu'il lit chacun des livres déposés. Et encore des dépôts numériques parfois, mais quand il a le temps et quand il n'est pas en dépression. C'est un fan de Brotigat. Donc. John Barber essaye d'avoir une conversation avec les auteurs et les autrices, de définir avec eux quelle catégorie du système de classement mayonnaise peut correspondre à leur livre et de faire en sorte qu'ils se sentent très bien. C'est vraiment une mission qu'il se donne. Et cet aspect de responsabilité du bibliothécaire, à la fois dans le bien-être de la personne et de la conservation de son œuvre, pose un cadre particulier de confiance, tout en établissant la bibliothèque comme un objet stable. Et cette possibilité d'avoir confiance était déjà très importante pour Brotigan, parce que sa bibliothèque, elle devait rester stable même dans les moments les plus tragiques. C'était super important. Par exemple, sa bibliothèque n'a jamais égaré un seul ouvrage dans le tremblement de terre et l'incendie de San Francisco en 1906. Je cite le livre. « Pendant que tout le monde détalait dans tous les sens comme une bande de poules décapitées, nous avons pour notre part fait très attention, pas de panique. » On revient au pas de panique. Et par le soin et par l'absence de jugement dans l'accueil, par la possibilité de trouver leur place dans la stabilité, les livres peuvent exister dans la bibliothèque de Brotigan comme expression d'affect et de singularité dans un environnement qui est à la fois ouvert et protégé. La bibliothèque devient un lieu d'adresse et de projection, y compris dans les affects où nous sommes le plus en vulnérabilité. Et dans la bibliothèque de Lockwood, l'énergie qui est à l'œuvre dans les démarches et les achèvements de manuscrits me rend particulièrement admirative. Ces 300 manuscrits que j'ai regardés, tous les auteurs et autrices de manuscrits ont en effet clarifié leur intention et leurs souhaits. Est-ce que ça va être la pêche au saumon? Est-ce que ça va être libre? Est-ce que ça va être un livre sur ma mère? Voilà, ils ont pris la décision de clarifier ce qui allait occuper leur projet, enfin le sujet. Et cette étape, donc ces personnes ont également structuré, assemblé et formalisé leur production en vue de la communiquer et de la partager. Et cette étape de clarification, c'est probablement vraiment la plus difficile. Et l'auteur Enrique Villamatas en parle, vous le connaissez, il vient parfois à la Maison de la Poésie, mais pas que. Enrique Villamatas en parle dans son livre Bartleby et compagnie, qui a été publié en 2000. Et Villamatas nous dit la chose suivante. Nous avons tous un livre en nous, peut-être un grand livre, mais qui n'émerge que rarement du tumulte de notre vie intérieure ou le fait trop soudainement pour que nous ayons le temps de le harponner. En France, un sondage réalisé en 2022, à la sortie du Covid, indiquait qu'un Français, une Française sur 4, soit 12 millions de personnes, rêvaient d'écrire un livre, mais que seuls 5% avaient commencé à écrire. D'où mon admiration vraiment particulière pour ces auteurs et autrices de la bibliothèque de Lockwood qui sont allés avec leur harpon dans leur idée pour clarifier celle qu'ils voulaient développer et qui se sont attelés à la formalisation de leur projet dans une énergia qu'on peut lire avec Aristote. L'énergia exprime le processus selon lequel la puissance se réalise en acte. On a tous cette idée de faire un grand roman, mais le faire, c'est autre chose. Il faut cette énergie. Par ce terme, Aristote vise à rendre intelligible la manière dont la forme s'engage, s'actualise et se déploie dans l'être. Et cette notion s'articule à celle de dynamis. La dynamis renvoie à l'évolution de l'être et l'énergia à son accomplissement. Pyramide de Maslow, tout en haut. C'est là que ça se trouve. Et cet accomplissement correspond à des processus autonomes qui n'ont pas d'autre but qu'eux-mêmes. Et un personnage du mystère Henri Pic se rend compte dans le roman que derrière chaque écrivain, y compris les plus médiocres, ceux dont on ne comprend pas les titres, il y avait une énergie de travail et le rêve d'accomplir une œuvre. Et ce même personnage évoque l'engagement, l'actualisation et le déploiement de la forme dans l'être par la réalisation d'une œuvre. Pour le concepteur de livres allemand Friedrich Forstmann, cette énergie de travail et de réalisation prend sa source dans l'amour. En effet, lorsque cet auteur est interrogé sur ce qui forme la qualité d'un livre, il indique
je le cite, que dans la conception de livres, les résultats gratifiants viennent principalement de l'amour. Lorsqu'un livre est fait avec enthousiasme pour la cause et avec un minimum de connaissances, on ne fait pas n'importe quoi, cette joie de faire inclut également le moment de partage. Le concepteur du livre partage sa joie avec le lecteur visé qu'il imagine être comme lui. Mais si quiconque écrit a le cœur qui bat, une distance avec les affects est malgré tout demandée pour arriver à l'écriture. Dans ses fragments d'un discours amoureux, Roland Barthes écrit en 1977, il dit « Savoir qu'on n'écrit pas pour l'autre, savoir que ces choses que je vais écrire ne me feront jamais aimer de qui j'aime, savoir que l'écriture ne compense rien, ne sublime rien, qu'elle est précisément là où tu n'es pas, c'est le commencement de l'écriture. » Et ce positionnement rejoint celui de Jean-Yves Joannet sur une écriture en dépassement des affects, en tout cas de franchissement. Et c'est à la fois sur ce terrain, au plus proche des affects, mais aussi dans le dispositif rigoureux de la poésie que l'écriture de Richard Brotigan opérait. Il le faisait avec charme, parfois par adresse directe, dans une volonté d'attendrissement. Il y a un de ses poèmes qui me plaît beaucoup, qui s'appelle « Petit déjeuner à Albion ». On a probablement un de ses traducteurs en français dans la salle. Alors, le Petit déjeuner à Albion, je vous laisse le lire, il est en français. Alors, il y a un autre poème de Brotigan que j'aime beaucoup. Il l'a écrit en 1969. Il s'intitule « Toutes les filles devraient avoir un poème » pour Valérie. Et franchement, je pense qu'il a raison. Pour Brotigan, écrire de la poésie correspondait avant tout à fabriquer des fleurs de papier avec de l'amour et de la mort. Pour Brotigan, celle ou celui qui entreprend de fabriquer des fleurs de papier avec de l'amour et de la mort mérite qu'on se souvienne d'elle ou de lui. Et les lecteurs et lectrices de Brotigan, présents dans la salle, se souviennent peut-être aussi de ces fleurs évoquées par Brotigan dans son poème qui s'appelle « Japanese Pop Music Concert ». N'oublie jamais, jamais les fleurs rejetées, tournées en ridicule. Et par la figure de sa bibliothèque, Brotigan propose un lieu où les expressions d'affect ne sont pas rejetées ni tournées en ridicule. Le livre « Bel amour toujours », ce manuscrit sur le premier amour, trouve avec la bibliothèque de Brotigan quelque part sa destination dans un endroit de consolation et de remise de soi qui l'accueillera. C'est très beau. Mais il y a également, ça je vais l'aborder très rapidement, il y a une dimension démocratique dans la bibliothèque de Brotigan qui est très importante dans sa fiction comme dans sa matérialisation. Pour Brotigan, à son époque, les années 60-70, les éditeurs étaient vraiment les gardiens du temple en ce qui concernait la littérature. C'était difficile vraiment de faire sans. Et dans la bibliothèque de Lockwood, on a finalement un fonds d'histoire raconté de manière démocratique, un foyer pour les récits populaires. Ces récits sont souvent écrits à la première personne. Et ces récits partagent une vision personnelle. C'est un ensemble de productions qui a été envisagé d'emblée par Todd Lockwood comme un matériau qui peut se révéler plus tard utile aux historiens en offrant une vue unique et populaire sur l'Amérique. Et à ce sujet, Jean-Yves Joannet citait Dubuffet dans son livre « Artistes sans œuvre ». L'extrait est issu du texte « Axe fiction de culture » où Dubuffet rappelle que seule une infime partie de la production humaine parvient jusqu'à nous. Je vais vous lire l'extrait de Dubuffet. « Naïve est l'idée que les quelques pauvres faits et les quelques pauvres œuvres qui se sont trouvées conservées des temps passés sont forcément le meilleur et le plus important de la pensée de ces époques. Leur conservation résulte seulement que ce qu'un petit cénacle les a choisis et applaudis en éliminant tous les autres. Les célébrateurs de la culture ne pensent pas assez au grand nombre des humains et au caractère innombrable des productions de la pensée. Ils ne pensent pas assez à toutes les voies d'expression de la pensée, autres que l'écrire et surtout le bel écrire. Naïvement convaincus qu'il n'y a de pensée qui vaille en dehors du bel écrire, ils croient qu'en recensant la bibliothèque, ils ont en main la somme de tout ce qui fut jamais pensé. Et Dubuffet, dans ce passage, renverse quelque part habilement la notion de naïveté. La naïveté en art, c'est l'expression des autodidactes, un art spontané qui n'obéit pas aux règles, qui rejette les dictats.
On peut le voir et le lire dans les manuscrits, on peut le voir aussi dans les peintures que j'ai réalisées avec ma mère et qui sont présentées dans l'exposition. Mais j'aime aussi cette bibliothèque d'une autre façon. Carlos Ruiz Zafón, dans sa série de romans Cimetière des livres oubliés, écrit un très beau passage qui peut s'appliquer à la bibliothèque de Brotigan. Il dit « Ce lieu est un mystère, Daniel, un sanctuaire. Chaque livre, chaque volume que tu vois a une âme. L'âme de celui qui l'a écrit et l'âme de ceux qui l'ont lu, qui ont vécu et qui ont rêvé avec lui. Chaque fois qu'un livre change de main, que quelqu'un promène son regard sur ses pages, son esprit grandit et devient plus fort. Car si la vie possède une dimension intérieure avec des histoires qui n'ont pas d'incarnation dans la réalité mais qui sont pourtant vécues, la bibliothèque de Brotigan offre un horizon vraiment inédit dans l'expérience créative. La possibilité de l'accueil de toute forme, la possibilité du partage de la joie de sa réalisation, de son inscription, de sa conservation, dans un espace d'amour, de dépose et de consolation, y compris et surtout dans ses expressions naïves. C'est ça qui est formidable, entre autres. Et la bibliothèque invite au franchissement et donc à la possibilité de la réalisation, de l'achèvement et de l'avènement de formes singulières et personnelles. Et je considère aussi que la bibliothèque, quelque part, c'est une proposition figurale sur la poésie et les espaces préservés de la poésie, qui, bien que public, c'est vraiment une bibliothèque très publique, tout le monde peut venir, ces lieux préservés de la poésie telle la bibliothèque de Brotigan restent protégés, et ils rendent, mais tout en rendant l'essor et l'existence de la poésie possible. Et Richard Brotigan a forgé avec la bibliothèque un dispositif mental de projection et de destination à partir d'un topos, d'un lieu. Et en cela, pareil pour moi, peut-être pour vous aussi, on en parlera peut-être après dans le hall, je trouve que Brotigan a écrit une poésie majeure, pouvant se réduire à une idée forte qui dépasse le stade du roman. Et Brotigan a commencé à écrire de la poésie jeune, à 17 ans. Au lycée, il appréciait déjà des haïkus, il aimait vraiment leur façon d'utiliser les images, le langage, en concentrant l'émotion, le détail et l'image pour aboutir à une espèce d'acier trempé dans la rosée. Et la bibliothèque de Brotigan, pour moi, concentre l'émotion, le détail et l'image en offrant une projection dans un espace. Et avant de clôturer cette présentation et ce tour des bibliothèques de Brotigan qui a été entrepris, j'aimerais partager avec vous, si l'esprit de Brotigan reste avec moi, j'aimerais partager avec vous un tout dernier texte présenté par Virginia Brotigan, qui a été l'épouse de l'auteur. Donc il s'agit d'une liste d'étapes à suivre pour composer un recueil de poèmes, la voici. 1. Écrire un livre, le réécrire. 2. Choisir un titre, en changer. 3. Taper le manuscrit d'un poème à la perfection sans faute. 4. Le lire aux amis, le réécrire. 5. L'envoyer partout dans le monde dans l'espoir qu'il y prenne racine. Richard Brotigan était un auteur semeur. Il a planté avec sa bibliothèque une idée de la même façon qu'il propose dans Please Plant This Book de planter ses livres. C'est un livre, je vais vous montrer, qu'il a auto-édité en 1968. C'est un tirage de 6000 exemplaires. Donc, cet ouvrage comporte 8 sachets de graines et un poème au recto de chaque sachet. Et pour Mathias Malzieu, l'auteur, le musicien, il a cette très belle formule, très vraie, qui est dans l'anthologie de poésie de Brotigan parue au Castor Astral. La poésie de Brotigan plante des graines dans le cœur de ses lecteurs, et à chaque fois que l'on ouvre l'un de ses livres, elle repousse. Et l'idée de bibliothèque de Brotigan prend particulièrement racine, je trouve, avec la matérialisation de la fiction et de son entretien par John Barber, près de 55 ans, c'est pas rien, après avoir été imaginé, montrant que l'énergie dont un roman est la source peut être intégralement reversée sur la vie réelle. C'est magnifique, ça aussi. Ça, c'est pas Brotigan qui l'a écrit, c'est Jean Starobinski. Ça n'a rien à voir, mais je trouve cette formule très, très parlante pour la bibliothèque de Brotigan et celle de Lockwood. Et dans la série de romans du cimetière des livres oubliés, que j'ai auparavant évoqué avec Carlos Ruiz Zafón, l'auteur décrit un lieu dont la coutume veut que la personne qui vient ici pour la première fois choisisse un livre, celui qu'elle préfère, et l'adopte, pour faire en sorte qu'il ne disparaisse jamais, qu'il reste toujours vivant. C'est un serment très important.
Et la bibliothèque de Brotigan, dans sa fiction et dans sa dissémination, c'est l'un des livres que moi j'ai personnellement décidé de porter. Ce n'est pas le seul, hein, il y a d'autres livres qui m'importent. Je le fais parce que, si je cite Pacom Thielmont dans Sycomore Sycamore, je suis d'accord avec lui, il dit « Les fictions ont autant besoin de nous que nous avons besoin d'elles ». Et ce, je trouve particulièrement lorsque les fictions, comme celle de la bibliothèque de Brotigan, sont en mesure de partager notre joie, comme de nous consoler, afin d'être dans une vie plus tendre, plus habitée, et de nous aider peut-être à porter en nous-mêmes l'espace pour nous déposer, nous aimer et nous consoler. Merci pour votre attention dans cette... Voilà. Merci. Voilà, dans cette immersion dans les multiples bibliothèques de Brotigan, je souhaite vraiment remercier très chaleureusement Colombe Bonsen pour son invitation, Cyril Martinez pour sa mise en contact et sa passion, François Sabourin qui m'a accompagné au plateau. Alors il fait ce qu'il peut avec quelqu'un qui n'est pas une actrice ou une performeuse, hein. Merci à toute l'équipe de la Maison de la Poésie, merci aux bibliothécaires et aux amis qui sont dans ma vie. Je vous retrouve dans le hall juste après encore. Merci beaucoup.